vais appeler les témoins de cette table ronde. Alors, on va manquer un tout petit peu d'élégance parce qu'on va commencer d'abord par des messieurs et non des moindres d'abord parce que c'est aussi un peu le parrain de cet événement. Et donc, on est vigilant. Et aussi le patron de France Ginseng. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, monsieur Yannick Josion, qui va venir prendre place. Yannick. Il est suivi de Bruno Le Breton. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir le dirigeant de BLB Vignoble. Bonjour, monsieur. Carmen Etcheverry, qui va également être avec nous, responsable RSE de Advini. Pardon, mais j'ai l'impression que ça applaudit plus ici que là-bas. Là-bas, on a les caméras, on est extrêmement vigilants. Merci d'accueillir Karine Ferriol, s'il vous plaît, aussi, responsable. Ah. Voilà ce que c'est que d'avoir des fans. Bonjour, madame. Et enfin, Philippe Contasso d'Aract, qui va venir nous rejoindre. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être avec nous. Il y a normalement 3 micros, ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'intervenir quand vous le souhaitez. On va d'abord faire un tour de table, comme on l'a eu fait ce matin, pour un peu décliner vos identités et ce que vous faites, et qu'on puisse comme ça rentrer après dans les détails de vos occupations au quotidien. Yannick, France Ginseng, qu'est-ce que c'est, pourquoi, quelle heure et avec qui? Ça fonctionne parfaitement bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis président donc, de France Ginseng, mais également nouvel élu aussi à la région, même si Jean-Louis Casobon était officiellement représentant de la région, bon, j'aime bien de le signaler. Donc pour France Ginseng, effectivement, donc je suis président. Alors je ne sais pas si je décris l'activité un petit peu. Mais bien sûr, nous avons 2h30 pour ça. Ouais. Donc on est, depuis 2010, on est sur une volonté de créer une filière française de ginseng. Alors au fil des années, après ça a évolué parce que en fonction des opportunités. Et on est vraiment maintenant dans la relocalisation de la production de plantes médicinales en France. Et il faut savoir que ce marché des compléments alimentaires, donc il a drôlement augmenté ces dernières années. L'importation de plantes médicinales qui constituent donc ces compléments alimentaires a fortement progressé. Je crois que c'est 44 000 tonnes en 2018. Voilà, ce sont les chiffres qui sont donnés. Mais bon, ceci dit, par rapport à cette importation massive, il y a un manque, je dirais, des fois de transparence sur l'origine des produits, la qualité de la matière première et l'efficacité, voilà, les problématiques de titrage des principes actifs. Donc voilà pourquoi on a souhaité, nous, se focaliser sur un engagement fort, en lien d'ailleurs avec le thème d'aujourd'hui, RSE, par rapport à une démarche de production bio, locale, efficace et sécurisée. Donc on a commencé à semer quelques graines de ginseng donc à Seyss, banlieue toulousaine. Donc c'est un projet ambitieux mais qui avait du sens par rapport à la demande de certains consommateurs de pouvoir s'approvisionner en phytothérapie en circuit court. Il a fallu relever d'abord des défis, puisque le ginseng est une plante particulière qui pousse à l'ombre, puisque c'est une plante de sous-bois. S'adapter à son cycle de développement qui est très long, 5-6 ans au minimum, et puis s'adapter au cahier des charges peut-être parfois contraignant de l'agriculture biologique française. Donc forcément, on a été aidé par des partenaires. On a mis en place un programme de recherche nommé GINSIA, donc en partenariat avec l'école d'ingénieurs de Purpan, qui a été labellisé par Agri Sud-Ouest Innovation et aidé par la région. Et ça nous a permis donc de travailler sur la concentration en principes actifs du ginseng, que sont les ginsénocides, savoir les mesurer et puis les préserver également. Donc c'est vrai qu'on est parti sur un modèle de culture assez particulier puisqu'on cultive en fait sous ombrière photovoltaïque. Pardon, je vous coupe parce que sur la photo, c'est pas représentatif de ce que vous dites quand même. Ouais, ça c'est mais ça disons que c'est le début de notre production sur le ginseng, ce que j'évoquais. Puis après on a en tout 15 espèces de plantes médicinales. Donc il n'y a pas que le ginseng. Le ginseng, vous voyez, c'est ce qu'on peut voir ici en bas à droite. Ce sont les baies de ginseng. Là, on a un champ de cocorico qui représente. Ah voilà, d'accord. Voilà. Parce qu'on fait des oui, je sais. Mais j'osais pas le dire, mais ça me semblait très loin, c'est pour ça. On fait du coquelicot, du bleuet,
de la camomille, enfin, pas mal de plantes médicinales, puisque c'est aussi la demande de notre clientèle qui sont les pharmaciens. Voilà, donc nous avons adapté un modèle de culture particulier et nous produisons sous les ombrières avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, parce que ça nous permet effectivement d'avoir de l'ombre d'une part, et puis de ne pas mobiliser tout notre budget pour financer la structure, puisque c'est l'entreprise Solveo Énergie qui le fait pour nous. Voilà, donc aujourd'hui on distribue des compléments alimentaires et infusions à base de plantes médicinales, pas forcément qu'avec le ginseng, mais d'autres plantes médicinales. On a à peu près 200 pharmacies partenaires et ça nous permet aujourd'hui de répondre à une demande grandissante de personnes qui souhaitent voilà, acquérir des produits naturels issus de l'agriculture bio, des produits titrés en principe actif, puisque ça peut être le problème sur certains produits venant de l'étranger. Et également, effectivement, de répondre à des produits véritablement naturels sans forcément avoir un produit à base d'extrait, d'adjuvant ou de colorant. Voilà. Donc, on est fiers voilà, de notre projet qui a pris de l'ampleur, puisqu'aujourd'hui, on a 5 sites de production, à peu près 26 hectares et 15 espèces de plantes médicinales, comme je disais tout à l'heure. Bon, je ne vous demande pas comment on passe des rucks contre les Sudaf à la camomille, mais je vais vous proposer de donner le micro, si vous voulez bien, à Bruno Le Breton avant que nous ne revenions. Vous en avez, excusez-moi, parfait, il est avec vous. BLV Vignoble, est-ce qu'on va, voilà, on va voir l'image. BLB. Qu'est-ce que j'ai dit? BLV, c'est pas grave. Ah, il me semblait. Alors, pardonnez-moi, j'ai mal articulé. C'était bien BLB. Vous avez raison. Enfin, forcément, vous avez raison d'ailleurs. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, et BLB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Bruno Le Breton. Ah oui, quand même. Ah ouais, déjà. C'est un problème d'ego, ça. Ah ben là, c'est plus un problème. Alors, il faut, à un moment donné, il faut s'engager. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas se cacher, quoi. Voilà. Là, au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. Et en 2008, quand j'ai racheté l'entreprise où j'étais salarié et le domaine, et que j'avais jamais emprunté un centime de ma vie à titre professionnel ou privé, et que d'un coup, une somme folle est arrivée, je dis bon là, maintenant, il ne faut pas se cacher, il faut y aller, quoi. Et donc, depuis 2008, j'exploite ce domaine de la Jasse qui est au nord de Montpellier, où on est producteur et négociant en vin. On a maintenant aussi le domaine Montlobe, on a à peu près plus de 200 hectares, dont 50 en vigne. On fait à peu près 1 million de bouteilles qu'on exporte à 95%. Et donc, quand m'est arrivée cette chance incroyable de pouvoir acheter le bien, en fait, de mon entreprise, et d'avoir autant de gens qui me faisaient confiance sans me prêtant de l'argent, je me suis tout de suite posé la question, bon, je suis œnologue de formation, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on me donne tout ça? Et donc, l'entreprise, bien sûr, marchait assez bien, c'est pour ça que j'ai pu la reprendre. Et on est parti avec la famille pour essayer de pérenniser les acquis et les comprendre. Donc, faire un peu de stratégie. Et donc, on est parti dans le développement durable assez vite. En 2015, on était engagé RSE par l'AFNOR. Maintenant, on est entreprise à mission. On va devenir Bicorp, j'espère, l'année prochaine. Bon, tout ça, c'est des belles distinctions. En fait, on essaye simplement d'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise ce qu'avait fait mon ancien patron hollandais de manière très pragmatique. On ne fait que ce qui fait sens pour nos parties prenantes. On oublie d'où on vient, on oublie ce qui se fait dans le passé, on oublie tout, et on ne fait que ce qui fait sens. Et si quelque chose, finalement, bloque à un niveau, c'est qu'il y a un problème et ça ne va pas durer, quel qu'il soit, social, économique, environnemental. Et donc, cette agilité que cet Hollandais pragmatique, qui était le plus gros importateur des grands crus bordelais aux Pays-Bas, a apporté, j'ai voulu comprendre ce que ça faisait, quoi. Et quand j'ai découvert la RSE, je me suis dit, il faisait de la RSE depuis longtemps, ce garçon. Et donc, voilà, on a essayé dans l'entreprise, finalement, de continuer à avoir cette agilité, de co-construire son projet avec ses parties prenantes, uniquement pour se dire, voilà, tant qu'on fera des choses que les gens acceptent, on a des chances de continuer. On reviendra après sur le sujet, mais juste une question courte, là, quand vous dites qu'il était pragmatique et qu'il vous a transmis finalement des choses qui étaient évidentes pour lui, est-ce que ça a été pour vous aisé, facile de le comprendre et de l'assimiler et de considérer que c'était la bonne direction? Ça n'a pas toujours été facile. Et on le verra dans les discussions. Le management, l'encadrement, c'est souvent les gens qui ont le plus de freins au changement, parce que ça bouleverse beaucoup de certitudes. Le jour où il est arrivé avec une facture où on arrêtait de mettre domaine de la Jasse, mais il mettait service. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'on est une société de service. Je dis, non, mais on fait du vin. Oui, d'accord, mais en fait, notre plus-value, elle n'est pas là.
et de comprendre en effet la valeur que l'on a et le service que l'on offre vraiment. Ça bouleverse beaucoup de choses. Ça n'enlève rien pourtant au reste, mais c'est juste de comprendre sa raison d'être et son utilité. Et ça, c'est un vrai chantier. Ça. Bon, on en parlera en détail dans quelques minutes. Madame Etcheverry, le micro doit être aussi à côté de vous. Bonjour. Tout à fait. Il fonctionne Bonjour. parfaitement bien. Responsable RSE de chez Advini, des vignobles et des hommes. C'est sexiste ? Non, c'est des hommes avec un grand H. Alors là, tout est en majuscule, on ne s'en rend pas bien compte. Très bien. Dites-nous alors, qu'est-ce que vous faites ? Qui êtes-vous, madame ? Donc, je suis responsable du développement durable chez Advini, Advini Jean-Jean notamment, et c'est pour les initiatives de Jean-Jean que je viens vous parler aujourd'hui. Donc Jean-Jean qui est un négociant en vin dans le Languedoc depuis 1872, donc qui est une entreprise un peu historique du territoire. On est basé entre Béziers et Montpellier, dans les terres, au pied du lac du Salagou, et le siège de l'entreprise est toujours là-bas. Donc Jean-Jean, c'est une entreprise qui a commencé assez tôt ses démarches RSE, puisqu'on en discutait encore tout à l'heure avec des premiers diagnostics qui datent de 2009, et des démarches qui se sont mises en place petit à petit, qui ont pris un peu de retard, qui ont été sujettes au changement de gouvernance justement et à certains freins internes, on en parlait sur le management, on y reviendra, mais qui structurent un petit peu toute sa stratégie autour justement des hommes et des femmes qui font nos métiers. Et donc, qui a lancé des diagnostics autour de la qualité de vie au travail avec une démarche, une ligne de conduite autour de ce qu'on appelle l'esprit Jean-Jean chez nous. Et donc, autour de cette dimension collective et engageante autour de projets qui sont porteurs de sens pour les collaborateurs. Donc moi, dans tout ça, je m'occupe d'essayer d'entraîner un petit peu tous les métiers d'entreprise vers un développement plus durable. Donc ça fait une feuille de route assez large et assez riche. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter, de dérouler tout ça un peu prochainement. Mon engagement à moi, puisque ça faisait aussi partie des questions initiales de se présenter, de voir d'où on parle. Moi, je suis fille de vigneron et j'ai eu un engagement militant associatif ancré, notamment pour la protection de l'environnement historique. Donc plutôt technicienne de l'agroécologie à la base. Et j'ai découvert cette dimension humaine et le rôle central qu'elle joue dans les projets de transition, un peu avec mes nouvelles fonctions. Et ça m'a passionnée, donc je me suis formée un peu sur le tas et on voit que, en fait, si on n'embarque pas l'ensemble des collaborateurs depuis la direction à tous les niveaux hiérarchiques, on n'avance pas sur des démarches RSE. Donc c'est vraiment extrêmement important et ça permet de faire rayonner l'image de marque et la marque employeur. Bon, très bien. On aura le plaisir de rentrer dans les détails quand vous parlez de la tête jusqu'aux jambes de celles et ceux qui sont dans cette aventure. Le micro devrait venir jusqu'à... Oui, vous, c'est après, monsieur Contasson. J'ai bien compris que vous étiez impatient, vous inquiétez pas. Il y a marqué vos initiales sur le vôtre. Madame Ferriol, bonjour. Oui, bonjour. Arteris, vous êtes responsable marque employeur, Arteris, l'art de la terre. C'est ça. Alors oui, Karine Ferriol, donc je suis en charge de la communication RH exactement au sein du groupe Arteris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Arteris, je vais quand même donner les grandes lignes de nos activités. Donc Arteris, c'est un groupe coopératif agroalimentaire agricole qui représente 2200 salariés. Ces 2200 salariés sont répartis sur plus de 300 sites en Occitanie et en PACA essentiellement. Donc on a quand même on est un acteur majeur de l'économie dans la région. Et on affiche un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Nos activités sont réparties sur 3 grands pôles. Alors, je ne vais pas vous ennuyer et rentrer dans le détail de chaque pôle, mais que pour vous ayez une idée, nous, on parle d'activités, de services qui vont de la fourche à la fourchette, donc du champ à l'assiette. C'est-à-dire qu'on a un pôle agricole avec 25 000 adhérents, dont 25 000 agriculteurs, et une ferme qu'on décrit de 350 000 hectares sur le territoire. Un pôle agroalimentaire où on fait du service de transformation carnée, de gastronomie et de meunerie, puisqu'on a aussi des moulins pour transformer notre blé en farine. Et on a même des boulangeries. Et enfin, un pôle donc, grande distribution, grand public. Et on est assez fiers de pouvoir afficher de belles enseignes, telles que Gamme Vert, pour ceux qui connaissent, Frédici, et la création récente du concept Store Marché Occitan à Toulouse. Et puis ensuite, on a aussi de belles marques, dont la Belchorienne. Notamment, on fait une bière qui s'appelle Espigal. C'est un petit peu plus micro, mais ça, voilà, on est quand même fiers d'être capable d'aller jusqu'à ce concept de bière. À consommer avec modération. À consommer avec modération, oui, aussi. D'ailleurs, j'ai été étonnée qu'il n'y en ait pas ici au service. La prochaine fois, on fournira en bière Espigal. On travaille sur des produits, beaucoup sur le foie gras au chocolat aussi, qui se vend dans nos magasins. Donc c'est un concept assez original. On essaie d'être innovant.
Et au milieu de tout ça, enfin, il y a 14 marques, je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les marques, voilà, il y a 14, on porte 14 marques, enfin, on n'a pas à rougir de notre implantation dans la distribution. Et dans tout ça, au milieu de cet univers, de ce microcosme agroalimentaire, je m'occupe de valoriser les métiers de l'agroalimentaire, parce qu'on ne bénéficie pas toujours d'une belle image. En tout cas, on n'a pas été très fortement porté ces derniers temps. Sauf depuis, on bénéficie du confinement. Il a fallu passer par une crise sanitaire et économique pour revaloriser nos métiers, notre importance dans le maillon de la chaîne alimentaire et économique. Et je fais tout mon possible et je porte avec la direction. Et comme disait Carmen, c'est important d'embarquer la direction dans ces objectifs-là, dans cette démarche RSE, QVT marque employeur, pour revaloriser nos métiers auprès du grand public. Et on verra plus tard, même auprès des très jeunes. On y travaille depuis le collège jusqu'aux écoles d'ingénieurs et au-delà. Parfait. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. On va donner la parole un monsieur qui est à côté de nous, Philippe Contasso de l'ARACT. Bonjour. Bonjour. Alors, pardon, je voulais juste vous demander ce que c'était l'ARACT, mais vous alliez forcément le dire de vous-même. Oui, forcément le dire, parce que autour de cette table, je suis le seul qui ne suis pas une entreprise représentant d'une entreprise agroalimentaire. L'ARACT, c'est une association, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que notre association, elle a plusieurs particularités. Sa première particularité, c'est d'être pilotée par les partenaires sociaux. Mes employeurs, mes patrons, c'est à la fois les syndicats de patrons, les syndicats employeurs et les syndicats de salariés. On a une autre particularité, c'est d'être la délégation régionale d'un établissement public qui dépend du ministère du Travail, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et puis notre troisième particularité, c'est notre mission. Notre mission qui est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail comme facteur d'efficacité dans les organisations, ou plus largement de promouvoir la qualité de vie au travail dans les entreprises comme un vecteur essentiel de la performance globale des organisations. Et on a le plaisir de contribuer au contrat de filière agroalimentaire sur cet axe si particulier qu'est la qualité de vie au travail. On va parler de l'attractivité des métiers avec les témoins qui sont présents, mais juste un mot, puisque quand nous en avons parlé ensemble, vous évoquez la qualité de l'implication des gens qui sont présents aujourd'hui autour de cette table ronde. Mais la question, c'est, puisqu'on parle du RSE aussi, de la qualité de vie au travail, quel lien fait-on et est-ce que c'est finalement pas un peu la même chose? Comment vous auriez la capacité de verbaliser tout ça, voire de le vulgariser? L'ambition vulgarisée après le déjeuner, mais c'est juste... J'ai pas bu de vin. Qu'est-ce que ce serait? Non, mais simplement de dire qu'il peut y avoir une tendance qui est de dire c'est naturel. C'est la qualité de vie au travail, la RSE, c'est naturel. Et ma conviction, et je pense que les propos introductifs là peuvent aussi alimenter ça, c'est que c'est pas véritablement naturel. C'est une conviction. Le fait d'associer la qualité de vie au travail et la RSE, ça doit être une conviction. C'est une conviction qui est portée dans le cadre de ce colloque et c'est une conviction qui est portée par les organisations professionnelles agroalimentaires. C'est quelque chose qui était très présent dans les propos introductifs de ce matin. C'est-à-dire que la possibilité de développer, de renforcer l'attractivité du secteur en jouant sur deux dimensions, deux pieds, la RSE et la qualité de vie au travail. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit, alors la qualité de vie au travail, pour faire simple, c'est travailler dans de bonnes conditions, on va se dire ça. C'est d'avoir de bonnes conditions de travail de manière générale. Alors après, une fois qu'on a dit c'est une conviction, c'est une ambition, c'est une volonté, on peut se dire qu'il y a plein de possibilités qui sont offertes en articulant ces deux dimensions, parce que c'est des concepts qui ont plein de choses en commun, plusieurs choses en commun. Et pour introduire, moi j'en citerai au moins trois. Le premier, c'est que dans les deux cas, on va parler de démarche. On va parler de démarche RSE, on va parler de démarche qualité de vie au travail. Et démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait attention à la méthode, on est sur un chemin, et ça veut dire qu'on peut avoir des objectifs, et en même temps, c'est un chemin où c'est jamais fini.
il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Il y a eu le mot innovation qui a été présenté, qui a été évoqué hein, dans le premier tour de table. C'est de se dire que sur ces sujets, il y a toujours matière à innover. Il y a toujours matière à faire plus. On ne peut pas se dire, j'ai fait la RSE en 2021 et 2022, j'en parle plus. Non, c'est quelque chose où c'est toujours à remettre sur l'ouvrage. Ça, c'est la première dimension. Le deuxième point de convergence, de mon point de vue, c'est ce qui a été évoqué sur le dialogue avec les parties prenantes, comme un facteur stratégique par M. Le Breton. C'est dans la qualité de vie au travail, comme dans la RSE, c'est la discussion, c'est le fait de parler avec ses parties prenantes. Dans la qualité de vie au travail, c'est le fait de discuter avec ses collaborateurs qui est un facteur important de la qualité de vie au travail. C'est partir du principe que les salariés, que les gens qui font le travail ont plein de choses à dire sur leur travail et sur la manière de travailler et sur la manière de mieux faire le travail, de créer plus de valeur dans l'organisation. Ça, pour moi, cette idée de discussion, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point de convergence, hein, c'est peut-être le plus important. C'est peut-être la question du sens. C'est de se dire que quand on est sur la RSE et la qualité de vie au travail, on est sur des principes qu'on peut tous partager facilement. Ça se partage facilement. Mais l'idée d'agir sur ces dimensions, c'est à un moment donné comment on va mettre en action des principes éthiques, une philosophie managériale, comment on va la mettre concrètement en action et comment on va avoir des actes concrets. Je pense qu'on va avoir quelques témoignages un peu dans nos échanges de choses qui sont favorables au développement de la RSE et au développement de la qualité de vie au travail. Et ça pose un peu le principe de dire, versus qualité de vie au travail, que le pilier social, que la dimension sociale, c'est une dimension qui est au moins aussi importante, de ma posture d'Aracte, je dirais peut-être plus importante, que toutes les autres dimensions vis-à-vis du client dans la création de valeur. C'est reconnaître la centralité du travail et des conditions de travail dans la création de valeur dans les organisations. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut être aussi à l'écoute justement de ses collaborateurs pour entendre leurs besoins? Ah ben c'est le deuxième point, c'est la discussion. Il faut être à l'écoute, il faut en parler avec eux, il faut avoir une attention à leur vécu. C'est-à-dire on peut avoir des indicateurs objectifs sur les aspects du travail, mais s'intéresser à la qualité de vie au travail, c'est de se poser aussi la question de comment les salariés vivent le travail. Quel est le vécu? Et là, on va retoucher les questions d'attractivité. Alors, du côté des clients, il y a quelque chose qui est à la mode, c'est la notion d'expérience client. Hein, quand on achète un produit, quand on déguste. Et versus collaborateur, quand on est sur les questions d'attractivité, c'est quoi l'expérience collaborateur? C'est que vivent nos salariés et à partir de ce qu'ils vivent, quels sont les messages qu'ils vont diffuser, à la fois en interne et en externe, sur ce qu'ils vivent au travail. Et ça va participer de l'attractivité ou non d'une entreprise. Alors c'est très bien parce que c'est exactement la question que nous avons pour M. Josion qui devrait avoir lui aussi un micro à disposition. Comment vous arrivez à rendre attractif votre entreprise auprès des salariés, mais pas seulement, aussi de ceux qui seraient tentés de rejoindre votre entreprise? Oui, mais je crois que c'est une question qui est très importante pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, l'attractivité métier, pour arriver à susciter de l'intérêt avec nos collaborateurs et ceux qui pourraient devenir donc employés chez nous. D'une part parce que ça va nous permettre de progresser dans notre développement, d'améliorer notre image de marque, comme vous le disiez tout à l'heure, et d'être reconnu dans ce métier, ça c'est sûr. Alors, nous, je dirais, chaque entreprise a des contraintes. Nous, quelque part, c'est notre spécificité, mais ça peut faire notre contrainte. On travaille donc sur l'ensemble de la grosse chaîne, hein, depuis les graines jusqu'au produit fini. Donc en fait, on a plusieurs métiers. On a le côté vraiment agricole, la culture, on a la partie transformation, et puis on a la partie commerciale. Et dans la partie commerciale, il y a tout ce qui est développement de produits, marketing, communication et le commerce pur et dur. Donc ça fait qu'il y a des profils complètement différents, forcément. Tout ce qui est en lien avec le milieu agricole, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que ça peut représenter de la pénibilité de travail. Il y a un aspect saisonnier aussi qui n'est pas évident effectivement à intégrer pour les collaborateurs. Voilà, tout ce qui est en lien avec le commerce, c'est un secteur où c'est pas si évident que ça à recruter
des nouveaux collaborateurs parce qu'il y a beaucoup de turnover, ou du moins de les fidéliser parce qu'il y a beaucoup de turnover. Ceux qui ont des très bons profils, souvent ils sont bien en place et bien fidélisés par leur employeur. Donc voilà. Mais à contrario, on a aussi un autre métier, plus sur le développement produit, l'aspect communication, qui intéresse parce qu'on est vraiment identitaire, on essaie de communiquer sur notre philosophie de travail, sur notre façon de voir la production agricole, sur la façon dont on est engagé par rapport à la concurrence. Donc on a une position quand même qui est forte, qui peut forcément ne pas plaire à tout le monde, mais on sent bien qu'il y a de l'intérêt, de plus en plus d'intérêt par rapport à cette mouvance quelque part de trouver de la phytothérapie locale, efficace, sécurisée. Donc nous, on sait répondre à cette demande. Et donc c'est pour ça que c'est important, je dirais, de bien communiquer par rapport à notre positionnement. Donc on le fait avec de la communication institutionnelle, via des réseaux sociaux. On l'a fait aussi via des journées portes ouvertes, et on s'est rendu compte qu'en fait, après ces journées portes ouvertes, comme il y avait une relation de proximité, des échanges, il y a des personnes qui sont venues nous voir pour voir si on n'avait pas des postes à pourvoir. Donc ça, c'était intéressant. Je ne voulais pas vous couper, mais quand vous avez parlé du premier point avec les réseaux sociaux, concrètement, vous dites quoi? Quel est le message que vous faites passer? C'est tout simplement avancer ce que j'ai évoqué tout à l'heure en présentant notre structure, France Ginseng, commercialisant les produits Jardin d'Occitanie. C'est expliquer comment on fait nos produits, comment on travaille, quelle est notre philosophie, le fait qu'on est sur des produits répondant à un cahier des charges bio, qu'on est sur des produits naturels, donc sans extrait. Et il y a un écho par rapport à ça, à justement cette communication précise. Vous sentez que ça génère chez ceux qui vous écoutent ou qui vous lisent quelque chose qui justement fait la différence par les propos que vous tenez? Disons que oui, on sent qu'il y a un intérêt par rapport à ça, parce qu'il y a, comme sur notre secteur d'activité, il y a quand même beaucoup d'importations, il y a quand même, comme je disais au début, des fois un manque de transparence sur la qualité des produits, l'origine. On sent qu'il y en a qui sont plutôt dans la recherche de ce que l'on fait. Et comme l'on communique par rapport à ça, voilà, il y a un discours qui est cohérent, quoi, qui se crée entre nous, entreprises, et les collaborateurs et ceux qui voudraient l'être. Donc c'est pour ça qu'on essaie, pour répondre à la question attractivité métier, on essaie justement plus d'être dans la montée en compétences, c'est-à-dire de travailler sur des profils stagiaires, alternants ou autres, qui pourraient connaître l'entreprise par ce biais-là, et essayer après de les conserver, si possible, quand on voit que ça marche bien, qu'on est bien entre la conjugaison de l'intérêt des collaborateurs et de notre intérêt. Donc ça, c'est important, parce que par le biais de stages ou d'alternance, on a vraiment l'occasion de se plonger dans le sujet de l'entreprise, d'y aller en douceur, je dirais, sans forcément être trop dans la contrainte des objectifs de l'entreprise, qui peut des fois être un frein, mais du coup de s'immiscer pleinement dans le projet d'entreprise. Donc on met vraiment l'accent là-dessus. Voilà. Monsieur Contasso, si vous avez envie d'intervenir sur chaque sujet, bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Je ne vois pas pourquoi il y a des sourires moqueurs. Je suis très, très premier degré dans mes propos. Monsieur Le Breton, on est un peu en phase avec ce qui vient d'être dit quand on évoque la relation aussi avec ses employés sur la qualité de vie. Je ne sais pas si c'est au quotidien, mais comment vous percevez justement le regard qu'ont vos employés sur cette qualité de vie au travail? Est-ce que vous avez des indices révélateurs? Est-ce que vous avez des représentants? Est-ce que vous, parce que vous êtes sensible à ça et que vous avez été, et je ne mets pas de guillemets, éduqué dans cette philosophie-là, est-ce que vous avez, vous, un ressenti qui vous permet justement de voir si le chemin qui est parcouru est le bon et va dans le bon sens? Alors, le chemin parcouru est important. Et on en parlait en échangeant, la qualité du travail, c'est joli, mais moi, je préfère la performance sociale. Quand on s'engage dans la RSE, on s'engage à être performant. Et il ne faut pas avoir peur des mots, quoi. La performance sociale, ça veut dire quelque chose. Là encore, on s'expose. Et là, on peut prendre derrière des coups. Mais le chemin qu'on a pris dans la RSE, justement d'ouvrir par transparence aux parties prenantes notre projet d'entreprise pour voir ce qu'on attend d'elles, bien sûr que les salariés, c'est une première des parties prenantes concernées, en bénéficient. Et finalement, quand il y a une cohérence entre les parties prenantes internes et externes, les gens se rendent compte, ouais, s'il n'y a pas que nous qui avons le droit de dire notre mot à dire, peut-être qu'en effet, cette entreprise, elle écoute. Et on est vraiment sur un enjeu de posture.
Et alors, c'est sûr, par rapport à Carmen et Karine, on est une petite boîte, nous, hein, on est 13-14. Quand on dit c'est quelque chose, c'est pas compliqué. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les grands groupes qui arrivent à faire des choses formidables à beaucoup plus. Nous, c'est facile, ça va vite. Mais il y a quand même les mêmes freins et on a les mêmes, quand on discute ensemble, on a les mêmes contraintes. Et finalement, on arrive à avoir des bonnes pratiques, comme on dit, à la fin, pour débloquer les situations et se dire que ce discours, ces échanges qu'on a entre nous, débouchent sur des choses où les gens se disent « oui, bon, ça, d'accord, c'est concret ». Donc c'est important d'avoir les deux, mais le plus important et le plus dur, c'est ce qu'on appelle le dialogue, c'est les échanges. C'est pas culturel chez nous, quoi, hein. Moi, j'ai créé un CSE dans l'entreprise, on n'était pas obligé. J'ai fait la formation du CSE. Le gars, c'est la première fois qu'il y avait un chef d'entreprise qui faisait la formation, quoi. J'ai dit, et pourquoi? Moi, je l'ai fait uniquement pour que ce sujet de la sécurité, ce soit plus enfin moi qui dise qu'il faut faire ça ou pas faire ça, que ce soit eux qui le fassent. Donc j'étais vachement content de me décharger de ça. Donc je crée le CSE pour ça, mais je veux aussi apprendre. En fait, cette posture, c'est... Quelqu'un qui te rappelle que vous pouvez mettre vos téléphones si vous le souhaitez en mode avion. Ou silencieux, pardon. En fait, c'est très important, bien sûr, d'arriver à des choses qui marquent les gens, mais ça doit avant tout servir à ce que les gens soient acteurs. On disait tout à l'heure en préambule, les freins les plus forts que j'ai sentis, et je les ai eus moi, quand à l'époque j'étais aussi cadre de l'entreprise, quand ce n'était pas encore la mienne, c'est le management intermédiaire au-dessus il y a des fois des choses, ils ont un peu peur quand même. C'est impressionnant comme les gens sont raisonnables. C'est impressionnant comme les gens sont raisonnables. Et en fait, si on arrive à établir un dialogue assez sincère, qu'on montre qu'on traite tous les sujets, les gens sont raisonnables. Et à tous les niveaux. Et donc, c'est le plus dur, c'est d'établir un dialogue honnête et dire, les gars, on va le faire ensemble de toute façon. Parce c'est ce qu'on fait avec nos parties prenantes. On a fait le comité des parties prenantes pour la 4e fois il y a 3 semaines. Les gens commencent à comprendre pourquoi ils sont là. On n'existe que parce que vous êtes là. On est viticulteurs, en plus, nous, on ne sert à rien, quoi. On crée du plaisir, on pollue, de l'alcool. On sera là demain, on est là depuis longtemps, on sera là demain, parce qu'on répond aux attentes des gens. Et les attentes, elles sont en train de sacrément changer, là. Ah, Monsieur Le Breton, pardon, je vais vous titiller volontairement, mais là, c'est bien, c'est de la rhétorique. On a l'impression que vous êtes plus... enfin, moi, quand je vous entends, c'est beau ce que vous dites, mais presque opaque. Est-ce que vous avez un exemple concret qui peut nous permettre, finalement, d'opiner du chef en disant, ben oui, effectivement, ce qu'il dit est en adéquation avec les actes. Est-ce que vous avez un exemple qui peut nous permettre de se rendre compte que d'une entreprise que vous disiez finalement petite, à taille humaine, on arrive aussi à fédérer derrière une idée qui est forcément pleine de bon sens? Alors, on a créé un intéressement au résultat. Ah oui, là, forcément. Donc, c'est de l'argent. Donc, sur le bénéfice. Ouais. Donc, on a expliqué ce qu'est le bénéfice. Ce matin, je suis intervenu sur l'impact socio-économique. Donc, l'argent, on parle d'argent. Voilà ce que génère l'entreprise. Donc, il y a un pourcentage qui est affecté à une prime. Et ce montant, on a dit on va créer une petite dizaine d'indicateurs RSE ensemble. Et ce montant, on va pouvoir le doubler ou le diminuer par 2. Si on atteint les objectifs qu'on va décider ensemble. Et on va voir les curseurs, là, les obligations de moyens et de résultats. L'année dernière, il n'y avait que de moyens. Ils ont compris, ils n'ont rien gagné de plus, quoi. Donc cette année, on recommence. Ah oui, là, peut-être on va s'y pencher. Et en fait, c'est pas quelque chose de facile déjà, parce qu'il faut trouver des indicateurs qui ont du sens. Et après, quand les gens comprennent que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que s'ils remplissent les objectifs, l'entreprise va en tirer des bénéfices, en tout cas pour sa solidité, sa durabilité, et eux vont en tirer des bénéfices, là, on commence à amener les gens. Alors, et ça, c'est important. Je ne dis pas que c'est gadget, c'est important uniquement pour comprendre la posture dans laquelle on est, quoi. Oui, ça veut dire que ce n'est pas antinomique de parler de la RSE et aussi d'économie? Alors, c'est non seulement pas antinomique. Moi, je dis toujours que la RSE, le pilier numéro 1, et en plus pour un viticulteur, il est social. Pour moi, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire que tous les sujets environnementaux seront réglés le jour où on aura bien réglé le budget social. Et on le voit bien. Moi, j'ai vu pas mal de gens que je connais ici, et je suis au conseil d'administration de l'AREA. Je découvre les territoires, et quand vous voyez où sont nos activités, on est dans des endroits où il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. L'enjeu RSE, pour nous, il est social. L'environnement, évidemment qu'il faut le traiter. Et c'est génial, et c'est sexy, et ça nous fait beaucoup plaisir. Mais je ne vais pas dire que c'est facile, mais on fait beaucoup de progrès, on fait beaucoup de choses, et puis on plafonne des fois, puis on fait des trucs qui sont plus ou moins bien.
Mais socialement, là, on construit vraiment l'avenir. Et ce n'est pas le plus facile. Mais, et moi, j'ai dit toujours, voilà, tout ce qui a un bon impact social ou économique, qui a une conséquence sur l'environnement, c'est les meilleurs impacts environnementaux. Bien, on va prendre notre exemple avec Madame Etcheverry. Vous misez sur l'idée de partager avec une aventure collective. Et ce n'est pas que des mots, de parler d'aventure autour d'un produit pour fédérer vos équipes. Est-ce que, avec bien sûr les employés et donc les employeurs, comment ça se passe? Puisque vous évoquiez tout à l'heure de la tête, en haut jusqu'en bas, comment on fait pour fédérer des équipes, surtout quand elles sont aussi nombreuses que les vôtres? Alors, c'est pas facile. Mais il y a plein de leviers d'action et justement, je vais revenir sur des idées très concrètes qui ont été mises en place dans l'entreprise. Une chose qui m'a surprise, donc moi je suis en poste depuis 2 ans et demi. Et donc ça commence, cette idée d'aventure collective, elle commence dès l'intégration des nouveaux collaborateurs. On a une vraie attention qui est mise sur le parcours d'intégration des collaborateurs. Donc tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient à la direction générale, qu'ils soient ouvriers viticoles, qu'ils soient au marketing ou au commerce, passent par une formation donc, qui est organisée à pas de temps régulier quand il y a une dizaine ou une quinzaine de nouveaux venus dans l'entreprise. Et donc tout le monde se bloque alors, sur une journée ou sur 2 journées et tout le monde se retrouve sur un des sites, donc en plus un site réceptif qui est assez sympa au Mas Neuf, au bord de l'étang de Vic-la-Gardiole, pour donc toute une journée autour de la connaissance et de la découverte de l'entreprise. Qui on est, comment on fonctionne, tous les métiers de l'entreprise, toutes les structures de l'entreprise et surtout le produit. Parce que le produit, on fait du vin, donc là on est face à des acteurs de l'agroalimentaire. On ne vend pas de l'agroalimentaire comme on vend d'autres types de produits. C'est des produits qui ont une histoire, qui sont ancrés dans un terroir et c'est autour de tout ça qu'on cherche à fédérer nos équipes. Et donc, on mise tout aussi sur l'amour du produit. Et donc, on forme à la dégustation, au processus de viticulture et de vinification, l'ensemble des équipes. Qu'on aille faire par la suite de la compta ou de la logistique, on sait comment on fait une bouteille de vin, on a été formé à la dégustation et on devient vraiment ambassadeur de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le premier point, c'est vraiment pour nous de commencer à partager ces valeurs, de commencer à créer ce sentiment d'inclusion dès les premiers pas dans l'entreprise. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est un projet assez ambitieux qui a été mis en place en 2019, au moment où on arrivait à la fin d'un plan stratégique chez Maison Jean-Jean, et où donc la direction commençait à se questionner sur les perspectives à 3 ou 5 ans pour l'entreprise, quels futurs grands axes, quels chantiers. Donc il y a en effet, quand on commence à se poser ce genre de questions, énormément de chantiers qui émergent et qui touchent à l'ensemble des sujets. Et donc le choix qui a été fait, qui est assez ambitieux et qui a été vraiment très, très riche, ça a été de dire, d'accord, on va concerter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour définir ces sujets stratégiques, pour apporter des idées neuves et pour voir comment les équipes se positionnent sur ces sujets. Donc la direction a travaillé pour identifier 4 grands sujets à creuser, donc un sujet vin, qui est notre cœur de métier, qui est notre cœur de préoccupation, mais aussi un sujet opération, donc organisation des modes de production, un sujet gouvernance RH et un sujet marketing et commerce. Donc sur chacun de ces sujets, il y a 2 grands thèmes qui ont été identifiés, donc ça nous faisait 8 sujets à débattre. Et pour ça, donc, il a été décidé d'animer des grands ateliers sur des principes d'intelligence collective pour recueillir des bonnes idées, pour recueillir des pistes d'amélioration de l'ensemble des collaborateurs sur tous ces sujets. Donc très concrètement, tous les bureaux se vidaient, toute la prod s'arrêtait, toutes les équipes revenaient sur le site pendant 1 mois et demi, tous les jeudis en fin d'après-midi, pour se poser et réfléchir sur chacune de ces thématiques. Alors comment le mettre en place et comment l'animer? Ça a été un appel à manifestation d'intérêt de la part des collaborateurs, qui veut devenir animateur en intelligence collective, qui veut animer ces ateliers-là. Et donc, on a eu énormément de retours sur cette thématique-là. Donc, moi-même, Pardon, est-ce que vous avez été étonné justement de ces retours? Est-ce que, une fois qu'on a la tête dans le guidon, est-ce qu'on pense que finalement c'est l'avis de tous, alors que peut-être finalement vous avez été surpris du nombre de retours que vous avez eus? Oui, c'était assez positif justement, des retours très chaleureux ou des gens qui ne se sentaient pas forcément un tempérament pour être animateur, mais qui saluaient la démarche en tout cas. Et on s'est retrouvé à avoir plus d'animateurs qu'il n'en fallait. C'est un vrai métier. Hein. Oui, bien sûr. Il y a toujours des fortes têtes qui font de la rébellion. Donc. Et donc on s'est formé, je dis on parce que du coup j'ai fait partie de ce pool de bénévoles-là. On s'est formé donc pendant 2 jours sur les modes d'animation d'intelligence collective sur notre temps de travail pour être en mesure d'animer après tous ces ateliers.
Et donc les sujets qui ont été mis sur la table, ça allait vraiment depuis quels investissements pour diminuer la pénibilité et gagner en productivité, jusqu'à des nouveaux packaging innovants pour le vin, en passant par des questions qui sont souvent un peu clivantes. Donc moi, l'atelier que j'animais dans ce cadre-là, c'était sur l'organisation du temps de travail et la gestion des primes. Donc il y a vraiment tous les sujets qui ont été mis sur la table pour voilà, questionner un petit peu les certitudes, et en sont sorties des idées qui étaient extrêmement intéressantes, des choses qui, pour la direction, étaient très problématiques ou très clivantes et qui, finalement, l'étaient pas vraiment. Et à l'inverse, des sujets sur lesquels très peu d'attention avait été portée parce que considérés comme non centrales et qui, au final, avaient vraiment du sens pour les collaborateurs. Donc ça a été assez riche. Alors tout ça s'est passé entre fin 2019 et début 2020. Donc un beau plan d'action qui a été lancé en mars 2020, donc qui a été un petit peu contrecarré par la crise sanitaire. Mais il y a quelques actions qui ont quand même pu être mises en place malgré la crise sanitaire. Et notamment un des points forts qui est ressorti sur le mieux travailler ensemble, le mieux collaborer, le mieux fluidifier la gestion des informations et la circulation. C'était qu'au final, il y avait assez peu de compréhension des métiers, qu'on connaît son métier, on connaît les métiers des gens avec lesquels on travaille au quotidien, mais assez peu les autres métiers de l'entreprise. Et donc, on s'est lancé dans des réalisations de petites vidéos métiers pour l'interne, en expliquant, voilà qui je suis, voilà ce que je fais dans mon quotidien, voilà mon système de contraintes, ce que j'aime dans mon métier, ce qui est compliqué dans mon métier, pour une diffusion interne justement et pour créer un peu d'empathie, d'intercompréhension, de collaboration, pour expliciter un peu son système de contraintes aux uns et aux autres. Et ça a été assez riche et pareil, là on a eu des retours extrêmement positifs. Et alors, avec des surprises sur justement ces vidéos, sur finalement l'interactivité. Pardon ? C'est très difficile à faire. J'ai été, donc avec les métiers du développement durable, j'ai été le métier cobaye pour la réalisation des vidéos et pour le calage sur les formats. C'est pas du tout évident de parler de son métier. Pour l'externe a fortiori, mais même pour l'interne en fait. Essayer de se mettre à la place de ses collègues et de voir ce qui est vraiment important dans son métier, ce qui a vraiment du sens à partager. Ça pousse aussi à se questionner sur son métier, sur ce qui est vraiment important et sur ce dont on est fier, parce que parmi les questions qui étaient posées, c'était voilà, les réussites de l'année, ce qu'on aime dans son métier. Et en fait, faire ce pas de côté-là et le formaliser pour ses collègues, c'est hyper riche. Avant que Madame Ferriol ne prenne la parole, juste encore un mot. Est-ce que vous sentez justement une forme d'émulation quand on est dans un process où on sollicite toutes celles et ceux qui nous entourent dans l'entreprise avec la volonté et de bien faire et de se dire que si l'autre fait bien, on peut nous aussi s'investir et donc faire, j'allais dire, progresser l'entreprise? D'émulation, clairement. Enfin, on s'est aperçu à cette occasion-là, justement, en réfléchissant sur la circulation des informations et la compréhension des métiers par les uns et les autres, qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire dans son métier au quotidien qui facilitaient très grandement la vie des autres métiers et sur lesquels on n'avait pas forcément de visibilité. Des choses vraiment très simples à gérer, qui ne sont pas forcément un facteur de complication dans nos métiers, mais qui facilitent énormément la vie des métiers qui sont en aval, par exemple, dans la chaîne de production. Je pense à des façons de formaliser les données sur des lignes de production. Du côté de la planification, ils ne faisaient pas remonter certaines données qui en fait avaient énormément de sens pour la logistique par la suite. Et donc la logistique qui devait approximer des données ou aller à la pêche dans nos différents logiciels. Donc la communication en fait, donc l'échange encore. De l'échange, de la formalisation, des façons de justement rendre des informations accessibles ou légèrement faire évoluer son mode de travail avec un impact très important pour les métiers qui gravitent autour. Madame Ferriol, vous, au sein de Arteris, comment on vit la QVT, comment ça se traduit, comment vous œuvrez pour que justement ce soit presque avec du sourire sur tous les visages? Alors juste avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que disait Carmen sur les vidéos métiers. Oui, c'est le mot de la journée, je rebondis bien. Alors, sur ce que disait Carmen sur les vidéos métiers, ça fait aussi 2 ans que j'ai lancé des vidéos métiers avec nos salariés et je rejoins complètement Carmen sur le fait que c'est très difficile pour nos salariés de parler de leur métier. Ça pose vraiment un questionnement sur le quotidien, quel est le sens du travail que j'ai, ma valeur ajoutée dans l'entreprise. Mais par contre, en termes de levier d'engagement, c'est excellent, je le recommande à toute entreprise, c'est de se lancer dans ces projets de vidéos. Ça prend du temps, il faut s'organiser. Mais une fois que c'est lancé, on crée de vrais ambassadeurs dans notre entreprise. On valorise un service, on valorise un salarié, et ce n'est que bénéfique, et on n'a que des bons retours, je suis d'accord avec toi Carmen. Les retours des salariés qui se sont prêtés au jeu ne sont que positifs, et le service nous remercie 10 000 fois à la com d'avoir choisi leur service pour les valoriser. Pour répondre à votre question, comment on travaille les axes de la QVT chez Arteris ?
Pour parler aussi, comme disait Philippe et Bruno, la QVT d'abord c'est du bon sens. On va faire simple, hein, c'est vraiment du bon sens. Mais pour que ça fonctionne dans une entreprise, il faut, comme disait Philippe, que à tous les niveaux de l'entreprise, chacun soit porteur de la QVT. La QVT, c'est la responsabilité de chacun avant tout. Mais pour que ça fonctionne, il faut le structurer. Donc on est obligé aussi de passer malgré tout par des axes de structuration. Chez Arteris, ça passe par 3 axes. Le levier managérial, cette ligne managériale qu'on embarque avec nous sur la QVT via l'Académie Arteris. C'est un parcours de formation de nos managers et on infuse vraiment les thèmes de la QVT dans cette formation pour que eux, à leur tour, soient des ambassadeurs dans leur équipe de la QVT. Donc chaque manager va par la suite développer soit le quart d'heure QVT pour être concret, un autre service à acheter des ballons ergonomiques pour travailler sur la posture au travail. Voilà, ce sont des exemples concrets. D'autres vont mettre en place des gobelets recyclables pour leur café. Le deuxième axe, c'est le discours social. C'est, en 2018, Arteris a écrit les accords QVT entre les représentants du personnel et la direction. Et puis le troisième axe de développement de la QVT chez Arteris, c'est la participation active de nos salariés, donc quel que soit le niveau des salariés. On veut à ce moment-là qu'ils soient représentants et ambassadeurs chacun de la QVT de façon active et qu'ils portent leur QVT. Il y a forcément une solidarité à tous les étages dans cette aventure-là. Est-ce que c'est plus difficile de convaincre la base ou ceux qui sont au-dessus? C'est plus difficile entre nous de convaincre ceux qui sont en haut que ceux qui sont à la base. Allez-y, balancez. Et alors, quels sont les leviers aujourd'hui pour y parvenir? Concrètement, peut-être, je vais parler vraiment d'un programme qui a été mis en place depuis 2019. Je vais mettre en lumière la participation active de nos salariés parce que c'est un engagement de chacun. Et c'est ce qui est beau en fait dans ce programme-là. Donc c'est un programme de santé, de bien-être et de sport qui a été mis en place en 2019 via une plateforme qui s'appelle United Heroes et qui permet l'engagement des salariés au travers du sport et du bien-être. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Déjà parce qu'on estime que c'est un levier de l'engagement et de la performance, donc l'épanouissement professionnel, hein, c'est un de ces leviers-là. Et aussi parce que la santé, tout comme la sécurité chez Arteris, ça fait partie de nos préoccupations. Donc on s'est lancé dans ce programme. Concrètement, ça représente quoi? Ça représente presque 900 collaborateurs qui sont engagés sur la plateforme, sur 2200. On n'est pas trop mal. C'est 7 challenges sportifs qui ont été mis en place depuis 2019. Chaque challenge permet, je vous l'expliquerai plus tard, de faire des dons. Et je vous en prie, madame, expliquez-les maintenant, vous pouvez. Je vais dire un autre chiffre qui est intéressant, c'est que tous ces presque 900 personnes, 900 salariés qui se sont engagés sur la plateforme, je veux dire qu'à nous tous, et c'est l'effet solidarité, on a fait au moins 5 fois le tour de la Terre ensemble. Et un tour de Terre, c'est 40 000 km. Je vais se faire un calcul, c'est beau et c'est une vraie preuve d'engagement. Et en plus, on bouge non seulement pour soi, mais en plus, on bouge pour les autres et on fait des dons. C'est-à-dire que chaque challenge nous permet de faire un don à une association caritative. Donc, on en a commencé avec les Restos du Cœur. Ensuite, on a fait l'O Camino del Sol, qui est une association qui aide les enfants handicapés. La Banque alimentaire récemment, Octobre Rose aussi. Donc, vraiment, chez Arteris, on bouge pour soi et on bouge aussi pour les autres. Donc ça crée non seulement de l'engagement personnel, de la solidarité et de la bienveillance. Avant, Monsieur Contasso, de vous donner la parole pour que vous puissiez aussi, pourquoi faire pas un résumé, mais votre ressenti sur ce qui va être dit, à tous les quatre, est-ce que cette démarche-là, vous en récupérez l'usufruit? Vous sentez qu'il y a finalement, dans celles et ceux qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, il y a une forme de gratitude sur cette démarche que vous imprimez d'une manière de plus en plus prégnante? Oui, bien sûr, il y a un résultat qui ne peut être que positif parce qu'on sent bien dans les différentes interventions que l'objectif est de faire en sorte que les différents employés, salariés, collaborateurs soient beaucoup plus impliqués dans la démarche de l'entreprise et soient partie prenante. Et quelque part, ça permet de donner du sens à ce que l'on fait au jour le jour. Ça permet de travailler, d'aller le matin, de se lever, d'avoir peut-être un peu plus envie de se défoncer pour l'entreprise.
Donc ça, on le voit au jour le jour. Enfin, nous, on a un exemple d'entreprise, quelqu'un qui est arrivé donc, pendant la période Covid. Il était donc censé être recruté pour la partie commerce. Malheureusement, on n'en faisait plus à ce moment-là. Il a travaillé donc, au champ, à ramasser des plantes médicinales et autres. Et du coup, il s'est intégré d'une façon magnifique par rapport à ça, parce qu'il il s'est plus dans ce qu'il a fait. Il a pris connaissance de ce que c'était que ce métier lié vraiment à la culture, à la production. Et après, quand il a pu reprendre la partie commerce, mais forcément, il était très à l'aise par rapport à ça pour vendre le produit. Donc, voilà, c'est tout un tas de choses qui font que quand les salariés sont impliqués, mais forcément il y a un retour. On ne s'en aperçoit pas forcément sur le coup, mais au final, quand on fait le bilan, forcément qu'il y a un intérêt de les impliquer, les salariés. Madame Ferriol, Monsieur Le Breton, Madame Etcheverry, si vous voulez. On échangeait avec Carmen, on avait un peu la même expérience. Moi, un de mes salariés, un de mes tractoristes avait une superbe proposition d'embauche chez un voisin et mieux payé. Et il est venu me voir au bout d'un moment. Il dit, j'ai bien réfléchi, je ne veux pas retourner en arrière. Ah, j'étais content là. Et puis vous ne l'avez pas augmenté pour autant, hein? Alors j'ai fait un effort quand même, bon, parce que, il m'a flatté, alors je dis, voilà, quand même, il méritait. Non, juste sur l'enjeu social, il y a un truc dont on ne se rend pas compte en France quand même. C'est vrai que socialement, il faut dire globalement, ça se passe plutôt bien, mais attention, on est dans une région où il y a une cohérence sociale, je trouve, qui est assez bonne. C'est pas pour taper sur les Bordelais. Il y a eu un livre qui est sorti sur Bordeaux. Faites super gaffe quand même. Hein. Il s'appelle Les raisins de la misère, où une journaliste tout à fait démagogue de l'humanité a trouvé une corrélation statistique entre la carte de la sous-pauvreté et la carte des vignobles de Bordeaux. Et elle est allée voir s'il y avait derrière, s'il n'y avait pas une corrélation. Il y en avait une quand même. Et on a toujours gardé l'Afrique du Sud comme modèle pour en effet, ils viennent de loin. Mais finalement, à nos portes, il se passe des choses pas terribles non plus, quoi. Et ça nous pend quand même au nez. Alors, on fait des belles choses, hein, j'en suis conscient, et on achète aussi du vin et du raisin. On essaye de faire attention que les gens aussi avec nous travaillent. Mais c'est un sacré boulot, et il y a des fois encore des choses, même chez nous, qui sont très très loin d'être le standard auquel on faut attendre. Donc, il faut rester très très vigilant. C'est pas gagné, quoi. Oui, c'est ça, le combat continue, quoi qu'il arrive. Et rien à voir avec le journal que vous citiez. Madame. Oui, alors souvent, on me titille un peu à la com en me disant mais comment tu arrives à mesurer ton ROI sur ta QVT? Il y a plein d'actions, mais en fait, ça sert à quoi concrètement? Alors moi, les indicateurs, ça me bride et j'aime pas ça. En fait, j'ai envie de pouvoir m'exprimer comme je veux, lancer des challenges, des idées toujours nouvelles, et puis on voit ça marche ou ça marche pas. C'est par l'expérience qu'on sait ce qui fonctionne ou pas. Mais cette année, ouais, j'ai eu de la chance quand même. Parce que j'ai eu une récompense qui m'est tombée dessus. Et je trouve que c'est plutôt un beau cadeau de la vie, mais c'est surtout une belle signification en fait, de l'impact de tous les enjeux QVT qu'on met en place. C'est-à-dire qu'Artéris a reçu en 2021 le label Capital de meilleur employeur du secteur de l'agroalimentaire. Voilà, on n'a pas à rougir de nos actions. Et merci. Et ce qui est encore plus beau dans tout ça, le plus beau cadeau, c'est que ce n'est pas nous qui disons que c'est bien, c'est que ce sont nos salariés qui le disent. Il fait bon travailler chez Artéris. Et là, 2021, super année. Bon cru. Continuez. Hein, on va continuer sur la lancée pour l'avoir chaque année. Madame Etcheverry. Oui, je rejoins complètement cette idée, mais on a des fois besoin d'indicateurs, et notamment quand on a des comptes à rendre. Et c'est pas du tout évident en fait de réussir à quantifier l'impact de la qualité de vie au travail. On en discutait en préambule avant de commencer. Il y a certains indicateurs qui existent, hein, le turnover, l'ancienneté dans l'entreprise. Alors nous, pour le coup, on a on est à 24 années et demie d'ancienneté. Bon, c'est drivé beaucoup par nos postes opérateurs. Ouais. Donc ça c'est aussi symptomatique de quelque chose, mais en effet, et Bruno en parlait dans l'atelier auquel j'assistais tout à l'heure, quand on a un turnover avec 5 collaborateurs qui sont allés monter leur boîte parce qu'ils avaient envie aussi de se lancer dans une démarche entrepreneuriale, c'est extrêmement riche. Et c'est un indicateur qui du coup dévalue la politique de QVT, alors qu'en fait non, on a mis les collaborateurs en position de se lancer, d'affirmer leur caractère entrepreneurial, et justement ils ont eu envie, en s'inspirant de ce qui se fait dans l'entreprise, de créer leur propre entreprise. Et c'est extrêmement riche, et c'est un indicateur qui est, pour le coup, extrêmement positif et bénéfique. Donc on a du mal à avoir des retours sur investissement. On a des fois des petites illustrations, telles celle du tractoriste. Alors nous, c'était des démarches exactement inverses. C'est un tractoriste qui est venu frapper à notre porte, qui travaillait chez les voisins, en disant je sais que vous n'utilisez pas de pesticides CMR pour cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, donc les plus dangereux.
Je sais que vous avez équipé vos tracteurs avec des cabines de protection parce que la santé et la sécurité au travail, c'est important. Est-ce que vous ne recrutez pas un tractoriste? Voilà, c'est plutôt ce genre de démarches-là qui viennent aussi justifier voilà, dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien et que sur des métiers pénuriques sur lesquels on a du mal à recruter, c'est un facteur de différenciation pour des nouveaux collaborateurs. Mais en effet, compliqué d'évaluer et puis encore pas mal de chantiers à faire. Et pour revenir sur ce que tu disais en introduction, ouais, c'est vraiment un chemin et il y a toujours de quoi s'améliorer. Monsieur Contasso, vous allez avoir le mot à dire. Juste avant, vous rappelez que vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, messieurs, dames, de poser des questions aux intervenants de cette table ronde. Alors, monsieur Contasso, pour ou contre les indicateurs? Et voilà. Et là, il va falloir se mouiller, hein, je vous annonce. J'avoue que j'ai de la difficulté, comme Karine, avec les indicateurs, même s'il y en a quelques-uns qui sont utiles et qui sont classiques. Il y a les indicateurs classiques et puis il y a les signaux faibles ou les petits événements qui flattent et qui contribuent à dire qu'on est sur un chemin. Après, moi, juste par rapport à vos différents témoignages, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me nourrit. C'est le fait que dans toutes les situations que vous avez évoquées, il y a la question de la discussion et du dialogue. C'est le dialogue avec les parties prenantes. Karine évoquait le CSE. Il y a un accord QVT qui a été signé avec les représentants des salariés. Il y a une démarche d'intelligence collective qui a été mise en place pour recueillir l'avis des collaborateurs. Il y a un exemple d'un salarié qui rentre par une autre porte et qui va se développer. Chaque fois, il y a cette idée de discussion et il y a un mot qui a été utilisé, les salariés sont raisonnables. C'est-à-dire que globalement, quand on ouvre les portes, quand on laisse ouverte la possibilité de discuter et de discuter du travail, parce que chaque fois après, il y a des choses concrètes sur le travail qui en sortent un nouveau système d'intéressement, de nouvelles politiques en matière de santé, ou d'autres choses sur le plan d'action stratégique. C'est quand on ouvre les portes et qu'on laisse la possibilité de discuter, les salariés, ils ont des idées raisonnables pour améliorer le travail et améliorer les conditions de travail. Alors, on a de beaux exemples là autour de ça. Bien, messieurs, dames, oui, vous vouliez... Mais on peut applaudir, effectivement, les intervenants, monsieur Contasso. C'est ce micro? Voilà, on a un micro à disposition, messieurs, dames, si vous avez des questions pour les intervenants, pour ou contre les indicateurs ou autres, vous avez tout le loisir d'intervenir. Il vous suffit pour ça de vous manifester. Donc, vous n'avez pas envie de vous manifester, donc. Hein. Ou alors, ça veut dire que finalement, tout ce qui a été dit cet après-midi sur cette table ronde vous a satisfait, vous donne un mot, juste pour terminer, messieurs, dames, quand même, parce qu'on fait un constat, mais vous êtes optimiste quand même pour l'avenir, parce que là, j'entends bien, le combat doit continuer, enfin, je sens que... Mais c'est chouette quand même ce qui a été fait et ce qui arrive à l'horizon 2030. Vous êtes plutôt optimistes, tous les quatre? Moi, je veux bien commencer. En fait, c'est qu'on n'a pas tellement le choix. Enfin, là, ça pousse dans tous les sens. Voilà, vous n'êtes pas optimiste. Ah si, justement, je suis très optimiste parce qu'en fait, la prise en compte de la RSE, alors, en ce qui nous concerne, on est bousculé dans tous les sens. On est bousculé parce que l'intégralité de nos clients, maintenant, nous demande de faire du reporting sur les enjeux de RSE. On est bousculé parce que donc, nous, à l'échelle Advini, on est un groupe coté et que c'est maintenant nos investisseurs qui nous demandent de faire du reporting sur des enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance, nos enjeux de transparence, de mode de prise de décision sur nos indicateurs sociaux justement. Et on est bousculé surtout par l'interne et par toutes nos parties prenantes internes et notamment des profils génération vingtenaire, trentenaire qui ont des convictions, qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle et qui ne laissent plus le choix aux entreprises que de se mettre en mouvement. Donc en fait, c'est même pas une question d'optimisme, c'est qu'on y est en fait. Très bien. Monsieur, oui, monsieur Le Breton. On est en train d'essayer de monter un pilote avec d'autres entrepreneurs, d'autres milieux, d'autres secteurs d'activité pour créer un comité d'enfants et de jeunes adultes qui viennent un peu en marge de l'entreprise, mais qui puissent intervenir, comprendre, nous connaître, nous comprendre et un peu nous challenger et répondre un peu à leurs attentes, quoi. Je crois que l'enjeu qui est le plus dur, c'est de comprendre les attentes. C'est pas de la démagogie de le dire. Et ça bouge tellement vite à tous les niveaux, soit social, même économique et même environnemental. Il y a un peu brouillé, il y a énormément d'attentes, une pression colossale, mais c'est pas toujours net, quoi. Et pour que la réponse soit bonne, en tout cas pour que la réponse soit sincère, il faut vraiment aller voir tout le monde. Et ces gens-là, d'abord, c'est ceux qu'on va recruter demain, c'est ceux qui vont faire les règles de demain, et il faut vraiment les intégrer dans le fonctionnement très tôt pour comprendre. Voilà. On va voir comment ça va fonctionner, mais en tout cas, on va essayer dans cette direction-là.
Madame Ferriol, Monsieur Josion, un mot peut-être sur... moi, j'ai parlé d'optimisme, je n'ai pas entendu encore ce mot-là, mais tant pis. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter, s'il vous plaît? Naturellement, je suis optimiste, donc je suis dans cette veine-là. J'aime ce que je fais, j'aime développer la QVT, la marque employeur, donc je fonce en fait. J'ai juste envie de m'investir sur ces sujets-là. Je rejoins Carmen et Bruno sur le fait qu'il faut aussi, on est aussi porté par la vague, par les nouvelles générations qui arrivent, il faut même l'anticiper. Il faut prévoir ce qu'ils vont nous demander. On a une cible, hein, c'est comme du marketing. On a vraiment une cible. Hein. Il faut qu'on s'adapte à ces futures attentes, il faut les préparer. Et il faut être porté par l'optimisme, sinon aucun projet ne peut être porté sans optimisme. Si on n'y croit pas, on ne va pas décrocher les étoiles. Voilà. Très bien. Monsieur Josion. Oui, mais moi je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce sont des démarches qui ont vraiment du sens et puis qui répondent vraiment à une demande tout simplement. Donc c'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Forcément il y aura des coups d'arrêt, c'est pas évident de savoir quel est l'intérêt des collaborateurs et autres, mais en tout cas ça va dans le bon sens et voilà, pour le bien-être de tout le monde. Donc je pense qu'on peut que se satisfaire de ça, et puis ça, c'est évident que ça va satisfaire la plupart des gens, et puis que tout le monde va s'y reconnaître, voilà, et puis il y aura une espèce d'ambiance un petit peu différente, je pense, au travail. Moi je le vois comme ça, voilà. Bon, si vous avez, mesdames, messieurs, depuis une question, n'hésitez pas, sinon je vous propose qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, tous les 5.